Salut tout le monde. Merci d'être là aujourd'hui. On est là pour parler d'une question qui est assez importante. En fait, au cours des dernières années, on a vu au Québec, au Canada, en Amérique, un peu plus dans le monde aussi, un retour un peu des mouvements pour les droits et les demandes de liberté pour les personnes qui sont issues des minorités sexuelles et de genre, qu'on associe aujourd'hui au mouvement qui s'appelle le LGBTQ, qui vraiment vise la libération en fait, de l'oppression, de la discrimination, puis des souffrances qui sont quotidiennes pour la communauté LGBTQ dans notre société aujourd'hui sous le capitalisme. En tant que groupe marxiste, nous on s'oppose bien à toute forme d'oppression et ou de discrimination qui puisse être faite sur des questions de sexualité et de genre. Et on soutient toute lutte qui vise à libérer les gens de cette oppression-là. Il y a 2 semaines, on apprenait que le président américain en fait, comptait réintroduire l'interdiction pour les personnes transgenres de servir dans l'armée. Ça affecte, on estime, à peu près 6630 personnes, sans nécessairement soutenir l'armée de quelconque façon. En fait, on considère quand même que c'est un recul pour la libération des personnes, des minorités sexuelles. Et dans ce sens-là, on trouve important de souligner que sous le capitalisme, en fait, sous le capitalisme qui en ce moment est en crise, autant en Amérique que dans le monde, eh bien, on peut observer une montée des groupes d'extrême droite, ce qu'on peut voir même ici au Québec. Et ces groupes d'extrême droite-là, bien, ça apporte des mesures, une augmentation en même temps de la discrimination puis de l'oppression envers divers groupes, dont en particulier les minorités sexuelles et de genre. Au Québec, ici, plus particulièrement, on a des mesures d'austérité implantées par des libéraux depuis la crise de 2007 qui, comme qui a été très bien démontré, touchent majoritairement les femmes, les minorités. Nécessairement, ça a des impacts sur la communauté LGBTQ, que ce soit par rapport à l'accès à l'emploi ou à avoir des services de qualité aussi, des services de soins de santé, par exemple. En fait, on estime que les minorités sexuelles et de genre sont beaucoup plus à risque en général d'itinérance, d'extrême pauvreté, d'agression physique. L'accès au logement, l'accès à l'emploi est plus difficile. Souvent, ils sont exclus de la vie politique et des institutions publiques. Et en particulier, la jeunesse LGBTQ souffre de beaucoup plus de problèmes psychologiques en général que dans la population hétérosexuelle ou normogendrée. Et une étude qui avait été faite en Ontario en 2010 montrait que 40% des jeunes transgenres de 16 à 24 ans avaient déjà pensé au suicide, ce qui est extrêmement élevé, qui nous ramène encore à la question de savoir on en est où dans la lutte. Et ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres qui montre un peu l'oppression en ce moment de la communauté sous le système capitaliste. Et ça nous amène à considérer en fait une chose, c'est les énormes gains qu'on peut se souvenir de la révolution russe. En fait, il y a 100 ans, la révolution russe a permis la libération des oppressions et constitue encore aujourd'hui un exemple qui est vraiment inspirant pour la lutte des minorités sexuelles et de genre, et aussi pour la libération des femmes. C'était la première fois de l'histoire en fait que les masses sont entrées sur la scène politique pour renverser leurs oppresseurs et ont pris le pouvoir et le contrôle de la société pour l'intérêt de l'ensemble des travailleurs, des minorités et des femmes. Et éventuellement, ça a permis de renverser le régime du tsar Nicolas II. Pour faire un bref historique de la situation à l'époque, au moment de la Révolution, en fait, le régime du tsar, qu'on associe au tsarisme, était un des régimes les plus répressifs en Europe, en particulier envers les femmes et les minorités ethniques et les minorités sexuelles. L'homosexualité était illégale et il y avait des lois anti-sodomie très sévères, étaient passibles de prison et de travaux forcés au goulag. Les personnes transsexuelles aussi étaient passibles d'emprisonnement, sans oublier en fait la violence et la répression qu'ils vivaient au quotidien. La classe dirigeante carrément subventionnait des groupes réactionnaires pour aller tabasser les minorités et les empêcher de créer un mouvement anti-régime, ou essayer de les décourager. Les conditions des femmes étaient vraiment reculées. On avait des femmes majoritairement à la maison,
Et celles qui travaillaient dans les industries, en particulier l'industrie du textile, subissaient beaucoup de discrimination, avaient des conditions de travail difficiles et souvent des salaires qui étaient inférieurs à celui des hommes. C'est à noter, en fait, que sous le tsarisme, d'ailleurs, la femme mariée n'avait pas le droit d'aller travailler si elle n'avait pas l'accord de son mari. Face à la loi, les femmes n'avaient pratiquement aucun droit. Elles étaient exclues de la vie politique et n'avaient pas le droit de vote non plus, et l'avortement était interdit. L'accès à l'éducation pour les femmes, pour les minorités, était très rare. La majorité était peu scolarisée, et malgré le développement industriel qui avait lieu au début des années 1900, la population en Russie, sous le tsarisme, vivait toujours dans la pauvreté et dans des conditions assez difficiles. Et c'est dans ce contexte social-là que le Parti bolchevique s'est développé, en adoptant en fait des principes marxistes qui défendaient les droits des travailleurs, des travailleuses, mais aussi de tous les groupes opprimés. À partir de 1905, les bolcheviks, dont faisait partie, entre autres, Alexandra Kollontai, qui est une figure importante pour le mouvement des femmes et des minorités en URSS, les bolcheviks ont dirigé une attention particulière, en fait, afin d'éduquer les femmes et les minorités sur leur exploitation. Et en 1914, on avait créé un journal principalement pour les femmes, qui était la Rabonitsa, ou en français la travailleuse. Et peu avant, en 1913, on avait vu aussi la première journée internationale de la femme, première manifestation en Russie, en 1913. Et ça a amené, en fait, beaucoup de femmes et de minorités à joindre le Parti bolchevique. Et c'est ce qui a fait en sorte que, aujourd'hui encore, on peut s'inspirer de ce que le Parti bolchevique a fait. Et c'est un peu ce que je vais tenter de montrer aujourd'hui. En fait, les bolcheviks ont construit une organisation qui se voulait révolutionnaire, qui visait à unir les opprimés dans la lutte pour des meilleures conditions de vie, pour des droits démocratiques. Et ils étaient dans les rares partis à défendre corps et âme les droits des minorités au sein de l'Empire russe. La théorie qui était soutenue par les bolcheviks dans leur programme était que seul en supprimant les bases matérielles de l'oppression, donc en supprimant la propriété privée qu'on a sous le capitalisme, qu'une réelle transformation de la société pouvait avoir lieu. Pour les membres du Parti bolchevique, le problème de l'oppression devait être compris dans son contexte social, et donc c'est compris dans son contexte de la lutte des classes. C'est sur cette base que le Parti bolchevique s'est construit, et c'est ce qui a permis de rassembler non seulement des travailleurs, mais aussi des travailleuses et des personnes issues de la minorité dans une lutte commune, en fait, contre leur oppresseur, qui était le régime tsariste, la classe dirigeante gouvernée par le tsar. Et souvent, on va le mentionner, c'est un exemple extrêmement important, c'est que les femmes, ça a été les femmes, en fait, qui, en 1917, pendant la manifestation pour la Journée de la femme, a débuté le mouvement pour la Révolution russe. Et c'est eux qui ont vraiment mis l'étincelle pour le mouvement révolutionnaire qui allait suivre. Quelques jours plus tard, il allait avoir l'abolition en fait, du régime tsariste qui allait complètement s'effondrer avec les manifestations. Et les bolcheviks, à ce moment-là, ont continué de faire un travail d'éducation et ont intensifié leur support auprès des travailleuses, des minorités et de tous les travailleurs en général. Et c'est ce qui leur a permis, en fait, en étant là dans les luttes avec les gens, en octobre 1917, de prendre le pouvoir avec le support des masses et de renverser la classe dirigeante réactionnaire qui était incapable d'offrir des améliorations des conditions de vie à ce moment-là. Et les bolcheviks se sont mis à la tâche d'établir une économie socialisée avec une démocratie ouvrière à travers les soviets. Les soviets qui avaient été créés un peu plus tôt, mais bon, je n'irai pas là-dedans. On va en parler en discussion si vous voulez. Mais en fait, loin d'être seulement économique et politique, la révolution russe a permis une grande avancée au niveau des droits des personnes, et en particulier des droits des minorités de genre et des minorités sexuelles. On a complètement aboli les vieilles lois répressives contre les femmes, contre les minorités, et on a libéré la population russe des contraintes de la société de classe.
Sous le leadership de Lénine et Trotsky, le parti bolchevique a réalisé des progrès assez remarquables pour l'égalité entre les sexes et pour la libération des minorités. En fait, les femmes ont obtenu le droit de vote et devant la loi, les femmes étaient maintenant considérées égales aux hommes. En 1918, a été introduit le droit à l'avortement, ce qui faisait la Russie le premier pays dans le monde à légaliser l'avortement, bien avant la plupart des pays occidentaux. Au Québec, en fait, les femmes ont obtenu le droit de vote beaucoup plus tard, en 1940, et l'avortement a été seulement décriminalisé 70 ans plus tard, en 1988. Les femmes et les personnes trans étaient à ce moment-là aussi bienvenues dans l'armée, contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Sous l'armée bolchevique, on a vu un grand changement se passer. C'est une entrée massive des femmes dans l'armée. Et cette entrée massive-là dans l'armée, alors que les habits, en fait, étaient seulement pour les hommes, a amené une autre révolution à côté de ça. C'est vraiment une libération pour les personnes transgenres. Puis je vais m'expliquer un peu plus en détail là-dessus. En fait, en pouvant s'habiller comme des hommes dans l'armée, beaucoup de femmes qui en fait se revendiquaient un peu plus avec des caractères masculins ont conservé, après leur service, les habits masculins de l'époque. Et ça l'a amené vraiment une révolution au sein de la société russe au niveau de la vision qu'on avait de l'habillement de la femme, alors qu'en Amérique ou ailleurs, on avait une répression qui était jusque dans les années 70 sur le code vestimentaire, parce que les femmes devaient porter des vêtements de femmes et les hommes devaient porter des vêtements d'hommes. Mais à ce moment-là, en Russie, eh bien, une femme était libre de s'habiller comme elle voulait, avec des vêtements d'hommes si elle le désirait, et même chose pour les hommes qui pouvaient porter des vêtements de femmes si ça leur dérangeait, sans qu'il y ait aucune discrimination au niveau de la loi. En plus de ça, dès 1917, dès le moment de la Révolution, on a toutes les lois contre l'homosexualité, contre la sodomie et contre les personnes trans qui ont été complètement retirées du code criminel. Officiellement, le terme la déclaration officielle qui a été faite, c'était qu'on disait que l'État ne devait pas intervenir, la non-intervention absolue, en fait, de la société dans les relations sexuelles, pourvu qu'elle ne nuise à personne et n'empiète sur les intérêts de quiconque. Fait que ça, vraiment, c'était incroyable pour l'époque, quand on se considère ce qui se passait ailleurs dans le monde. Le commissaire aux affaires étrangères était en fait un homosexuel assez ouvert. Son conjoint, à ce moment-là, écrivait beaucoup de littérature sur l'homosexualité, et de son nom, en fait, à ce commissaire-là, c'est Georgi Chicherin, et c'était le représentant officiel de l'État soviétique à l'international, et il est connu, entre autres, pour avoir négocié beaucoup, en fait, d'avoir amené la paix un peu avec l'Allemagne en signant le traité de Brest-Litovsk et le traité de Rapallo. Ça a été aussi, assez surprenamment, celui qui a négocié le statut de l'Église orthodoxe au sein de la Russie socialiste. Ce qui montre un peu le changement complet de vision qu'on avait à l'époque. Et en fait, à ce moment-là, l'avenir pouvait sembler assez optimiste pour les minorités sexuelles et de genre. Et il y avait en fait un bel avenir sous le socialisme, mais comme on sait, les choses ont un peu dégénéré. En fait, la révolution russe faisait face à une guerre civile et s'est retrouvée isolée par rapport aux autres pays occidentaux, principalement par rapport à l'Allemagne, qui se trouvait être un des grands bastions aussi du socialisme. Et l'arriération technique de la Russie, avec l'arriération de la production comparativement aux autres pays européens de l'époque, a fait en sorte que l'isolement a plongé le pays dans une famine, et la production interne n'était pas assez grande pour répondre aux besoins de la société. En plus de ça, on était en pleine guerre civile. En fait, beaucoup de regroupements, on avait plusieurs armées impérialistes d'autres pays qui venaient attaquer l'URSS, mais en plus de ça, on avait une guerre à l'interne qui a vraiment plongé le pays dans le chaos. Et cette combinaison de facteurs-là a fait en sorte qu'une démocratie a tranquillement pris le contrôle de la société et a pris le contrôle des institutions démocratiques.
Et Staline, en fait, suite à la mort de Lénine, a vraiment pris le contrôle sur le parti bolchevique, avec bien sûr une opposition qui a été faite entre autres par Trotsky, c'est un des principaux opposants à Staline, mais finalement Trotsky a été exilé quelques années plus tard et c'est vraiment Staline qui a pris le contrôle et a pris le contrôle d'une bureaucratie qui a étouffé complètement la démocratie en URSS pour vraiment asseoir son pouvoir. Et c'est elle qui dirigeait maintenant l'économie planifiée. En fait, le seul avantage qu'on avait à l'époque, ça a été de conserver la socialisation des moyens de production. Toutefois, au niveau des avancées faites pendant la Révolution quant à l'oppression, on a vu que Georgi Tchétcherin a été expulsé du parti. En 1933, on a réintroduit la criminalisation de l'homosexualité. Et ça a vraiment marqué un virage à 180 degrés par rapport à la politique des bolcheviks. C'était complètement à l'opposé de la politique révolutionnaire qui proclamait que toutes les pratiques sexuelles étaient affaires personnelles et étaient opposées à la théorie même du marxisme. Marxiste qui défend qu'on doit soutenir toute lutte contre toute forme de discrimination sur les questions de race, de genre et d'orientation sexuelle. La politique de Staline a apporté des grands reculs quant aux droits des femmes, avec entre autres la recriminalisation du droit à l'avortement. On était revenu un peu aux valeurs morales du régime tsariste. En plus, malheureusement, le rôle de Staline ne s'est pas limité à la Russie, mais a eu un grand impact aussi à l'international sur les autres partis communistes. Le pouvoir qu'exerçait la bureaucratie stalinienne a fait propager l'homophobie et la transphobie à travers les partis communistes allant jusqu'en Amérique. Et ça a amené en fait un recul important dans la lutte pour la libération des minorités sexuelles et de genre. Et ça s'observe encore aujourd'hui dans certains groupes marxistes qui se revendiquent du marxisme. Et ça a entaché fortement les liens entre les militants de l'époque qui militaient pour les droits des minorités sexuelles et de genre avec les groupes communistes qui, pendant des décennies, ont gardé la vision stalinienne des droits des minorités. Et aujourd'hui, en fait, il faut se rappeler que ça n'a absolument aucun lien avec le marxisme. Le marxisme soutient toutes les luttes contre l'oppression et fait appel à l'unité de toutes les classes, de tous les exploités sous le système capitaliste, car chaque gain obtenu par une partie de la classe ouvrière est un gain pour tous. Et dans la lutte commune, on va former aussi des liens qui vont faire en sorte qu'on va être plus fort. Pour revenir un peu plus à aujourd'hui, à 100 ans après la Révolution russe, l'expérience demeure très riche de leçons, comme j'ai pu l'expliquer en fait, mais elle reflète aussi que malheureusement sous le capitalisme, aussi longtemps qu'on soutient une société de classe et que cette société de classe impose sa vision des choses, mais en fait c'est très difficile d'obtenir des droits et des concessions pour la légalité de tous. Le capitalisme a besoin de mettre les gens en compétition les uns contre l'autre par rapport à l'emploi, par rapport au logement, par rapport à tout. Et ça, ce besoin de division-là est inhérent au système capitaliste parce que c'est une minorité de personnes qui contrôlent la majorité. Et pour asseoir leur pouvoir, bien sûr, les capitalistes ont besoin de diviser la classe ouvrière, ça veut dire les travailleurs, les travailleuses, les minorités ethniques, les minorités sexuelles et de genre. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour renverser, en fait, cette oppression-là contre les minorités sexuelles et de genre, eh bien, il faut s'attaquer à la propriété privée et cette idée-là de l'accumulation du profit, parce que de ça découle le besoin de défendre la famille nucléaire, c'est-à-dire la famille monogame, patriarcale, car c'est ça qui permet au système capitaliste de survivre en transmettant la propriété privée à sa descendance. Et on pourrait argumenter parfois qu'il y a eu beaucoup de gains qui ont été faits dans les 30 dernières décennies pour la communauté LGBTQ. Et définitivement, c'est des gains qu'on soutient et c'est des gains qui ont apporté, en fait, quand même des améliorations dans les conditions de vie. Sauf qu'on sait,
fait que sous le capitalisme, lorsqu'il est en crise, eh bien, le besoin de diviser revient toujours force. Et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on voit une montée de la discrimination, de l'homophobie, de la transphobie. Et c'est ça qui est la cause majeure qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'obtenir une totale libération des minorités ou de la communauté LGBTQ en ce moment. Merci. Donc, en fait, quand on regarde aujourd'hui où en est la lutte, même juste en Russie, il n'y a pas longtemps, on apprenait dans la Novaya Gazeta qu'il y a encore une centaine d'hommes qui ont été enlevés, torturés, emprisonnés à cause de l'homosexualité dans la région principale de la Tchétchénie. Mais depuis des années, le gouvernement russe renouvelle avec un peu l'homophobie et la transphobie. On a passé, je ne sais pas si vous vous rappelez, quelques années avant, un an avant les Jeux olympiques de Sochi, le gouvernement russe avait passé aussi il avait banni en fait la promotion de l'homosexualité au sein de la société dans le but de défendre les enfants contre la propagande homosexuelle. Mais définitivement, ça montre un extrême grand recul quand le capitalisme est en crise, particulièrement en Russie où on a un capitalisme sauvage. Et ça prouve un petit peu que chaque gain est facilement révocable quand les choses ne vont pas bien pour la classe dirigeante. En utilisant les questions de la division sur des questions de sexualité, d'origine ethnique, en fait, la bourgeoisie, ultimement, protège sa domination et son exploitation de la majorité. Néanmoins, on peut s'inspirer de la révolution bolchevique d'octobre pour nous rappeler la force que peut avoir l'unité de la classe ouvrière quand les travailleurs s'unissent avec les minorités pour en fait, se libérer de leur oppresseur, je dirais. Et c'est cette libération de l'oppression en éliminant les bases matérielles qui la constituent, c'est ça qui éventuellement mène à un changement de la pensée des gens et une réelle libération des vieilles mentalités et éventuellement va permettre des jours meilleurs sous le socialisme pour les personnes LGBTQ. En fait, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, ce qu'il faut faire, c'est s'unir. En fait, c'est un peu ça qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que les travailleurs et les travailleuses doivent s'unir avec les minorités en soutenant chaque lutte, que ce soit pour les droits démocratiques, pour l'égalité de tous. Et on doit construire un mouvement uni contre la bourgeoisie qui, elle, utilise toujours des raisons pour diviser notre classe ouvrière. Et dans une lutte commune qui vise l'égalité de tous, eh bien, c'est comme ça qu'on va pouvoir transformer la société et libérer les gens des contraintes quant à leur sexualité ou au choix de leur genre. On pourrait regarder quelques exemples, avant de finir, quelques exemples qu'il y a eu dans les dernières années. En fait, il y a une trentaine d'années, en Grande-Bretagne, pendant que Margaret Thatcher voulait faire ses réformes, on a eu un grand mouvement de grève des mineurs en Grande-Bretagne. C'était en 1984-1985. Et les mineurs en grève à ce moment-là étaient contre toutes les lois d'austérité de Thatcher. Et l'exemple qui est vraiment inspirant, c'est qu'il y a un groupe qui s'est créé, c'est les Lesbians and Gays Support the Minors. Donc, les gays et lesbiennes supportent les mineurs. Et ce groupe-là avait récolté énormément de fonds pour les familles des travailleurs qui étaient en grève, des mineurs. Et rapidement, la lutte avait monté d'un cran, ce qui a permis aux mineurs de continuer la grève parce qu'il manquait d'argent. Et à ce moment-là, c'est ce qui leur a permis de gagner la grève. Et par après, ça a créé des liens qui sont encore présents aujourd'hui parce que les mineurs qui ont reçu le support de la communauté LGBT en Grande-Bretagne ont amené sur la scène politique, en fait, au sein du Labour Party, les droits des gays et lesbiennes et des trans. Et c'est ça qui a amené, après ça,
fait un avancement au sein du Labour Party. C'est un exemple qui, parmi tant d'autres qui est très intéressant à voir comment concrètement peut prendre forme l'union entre la communauté LGBT et des groupes de gauche. Donc, je vais terminer là-dessus. On regarde en conclusion.